Bonsoir, Ta-Nehisi Coates. Bonsoir. On on est très heureux de vous accueillir à la Maison de la Poésie. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que vous allez commencer par nous mettre dans l'ambiance de votre livre, votre premier roman, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et ça s'appelle La danse de l'eau. Et c'est traduit par Pierre de Marty. Donc on vous écoute en anglais pour le plaisir de la langue. So- And I could only have seen her there on the stone bridge, a dancer wreathed in ghostly blue, because that was the way they would have taken her back when I was young, back when the Virginia earth was still red as brick and red with life. And though there were other bridges spanning the river Goose, they would have bound her and brought her across this one because this was the bridge that fed into the turnpike that twisted its way through the green hills and down the valley before bending in one direction, and that direction was south. I had always avoided that bridge, for it was stained with the remembrance of the mothers, uncles, and cousins gone Natchez way. But knowing now the awesome power of memory, how it can open a blue door from one world to another, how it can move us from mountains to meadows, from green woods to fields caked in snow. Knowing now that memory can fold the land like cloth, and knowing too how I had pushed my memory of her into the down there of my mind, how I forgot but did not forget. I now know that this story, this conduction, had to begin there on that fantastic bridge between the land of the living and the land of the lost. And she was patting Juba on the bridge, an earthen jar on her head, a great mist rising from the river below, nipping at her bare heels, which pounded the cobblestones, causing her necklace of shells to shake. The earthen jar did not move. It seemed almost a part of her, so that no matter her high knees, no matter her dips and bends, her splaying arms, the jar stayed fixed on her head like a crown. And seeing this incredible feat, I knew that the woman patting Juba, wreathed in ghostly blue, was my mother. Merci, merci beaucoup pour cette lecture. Et je résume quand même un petit peu le sujet de ce très beau livre. C'est l'histoire de Hiram Walker, qui est racontée d'ailleurs par lui-même. Hiram, c'est le fils d'une esclave d'un domaine qui s'appelle Lockless, en Virginie. Le fils de cette esclave et du maître de la plantation de tabac. Le roman, c'est en quelque sorte celui d'une initiation à la liberté. Et il relate son parcours puisque, en s'évadant, il va rejoindre le réseau clandestin vers le nord et participer activement à la libération des esclaves. Et cela, il va le faire fort d'un super pouvoir nommé par vous, Ta-Nehisi Coates, la conduction. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur ce livre plein de rebondissements, d'amour, de familles brisées et de conquête de la liberté, ce qui est loin d'être facile, y compris vis-à-vis de soi-même. Et il pourrait même avoir comme sous-titre, je ne sais pas si vous approuverez, 50 nuances du système esclavagiste, tant vous y faites un tableau subtil des personnages en présence, des Noirs, des Métis, des Blancs, face à l'histoire en marge de ce 19e siècle américain. Merci aussi, Ta-Nehisi, pour votre présence depuis New York. Donc là, vous êtes dans le bureau où vous travaillez d'arrache-pied, me disiez-vous, au scénario de ce livre, qui va donc être adapté pour le cinéma. C'est un projet que Brad Pitt et Oprah Winfrey vont produire. Et puis, merci enfin de vous exprimer ça et là en français. On sait que vous êtes amoureux de Paris, vous avez vécu 1 an ici. Et Marguerite Capel, qui est à mes côtés, sera donc là pour traduire mes questions en anglais, parce que vous êtes sûr de bien le comprendre, même si en fait vous comprenez tout. Et vous serez aussi aidé éventuellement pour affiner tel point ou un autre par elle quand le besoin de l'anglais se fera sentir. Alors la première question, elle est un petit peu, puisque vous êtes là-bas et que nous sommes ici, puisque vous n'avez pas pu venir jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez nous donner, puisque vous êtes journaliste à la base, enfin un correspondant de The Atlantic,
quelques nouvelles de l'actualité de l'Amérique qui chez nous résonnent très fort avec la commémoration du 11 septembre, avec le retrait de l'Afghanistan, avec la pandémie évidemment, mais ça tout le monde y passe. Donc voilà, un petit peu d'air des États-Unis avec votre regard de journaliste, s'il vous plaît, Taneizi. Est-ce que la question est claire? Shall I translate? Yeah. As a journalist, could you give us a flavor of the state of mind in America now, post the commemoration of September 11, the withdrawal from Afghanistan, the pandemics that we all suffer from? Could you give us an idea of the state of mind of the country? Oui, mais donc en avance, je voudrais dire désolé pour deux choses en fait. Je suis désolé, je n'ai pas à Paris. J'ai très triste. Bien sûr, j'aime beaucoup mon nom à Paris dans 2015 et je voudrais beaucoup de retourner à Paris pour le tour pour le livre, mais c'est pas possible à cause de le virus. Donc, désolé pour ça. Et aussi, désolé pour mon anglais pendant cette interview-là. Mais les questions, et je pense, très importantes, très complexes comme les questions ici maintenant. Et donc, les détails sont très importants. Donc, désolé pour ça. Okay, all right, so I'm answering now. It's an interesting time here. I think actually since Obama's presidency, well, I think during Obama's presidency, many of us thought that, some of us thought, we were entering into a kind of end of history era. If you think of race as the defining conflict here, we thought we were entering into a kind of end of history era. But in fact, what we found is the chaos of life. I think a lot of people are confused. I think it's very scary. I think the pandemic has made things very scary. I think Trump obviously has made things very, very scary. I think many of us would like to believe that we can have faith in our governmental institutions. And what we saw during the previous 4 years under Trump was just a continuous assault on those institutions. And that really came back to bite us during the pandemic because people don't trust information, they don't trust public health. It's coming back to bite us now because we have led 20 years of war, failed war, and as it turns out, an immoral war. I don't know what war could possibly be moral, but certainly this one was not. And the American public is left wondering, what was it all for? So it's a very scary time here. I suspect that it's not much different than in France, though. I keep up with the news there, and I know it's a scary time there too. So I think we're very much in the same place. Je crois qu'on vit un moment particulièrement intéressant depuis la présidence Obama, ou peut-être pendant la présidence Obama, un certain nombre d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ont peut-être eu l'impression qu'on atteignait quelque chose de l'ordre de la fin de l'histoire. Si on considérait que la question de la race était peut-être le dernier grand conflit à résoudre, on pouvait penser qu'on atteignait quelque chose qui se rapprochait de la fin de l'histoire. Et en fait, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est le chaos de la vie, encore une fois, la confusion qui évidemment est liée à la pandémie, qui crée énormément de peur. Trump aussi a créé un climat de peur. Beaucoup d'entre nous aimeraient continuer à avoir foi dans le gouvernement, dans les institutions, mais cette foi, elle a été très sérieusement érodée, remise en cause pendant ces dernières années, décennies. Et en fait, la confiance du public, on le voit aujourd'hui, a complètement disparu. Les gens n'ont pas confiance dans la santé publique. On le voit dans le contexte de la pandémie, dans les informations qu'il peut y avoir là-dessus. Et puis c'est aussi quelque chose qui revient à la figure de Joe Biden, cette histoire de retrait d'Afghanistan.
20 ans de guerre tout à fait immorale. Je ne sais pas quelle guerre peut être morale, mais en l'occurrence, celle-ci est manifestement extrêmement immorale. Évidemment, c'est la fin et les gens se demandent à quoi ça a servi tout ça, vu le résultat aujourd'hui. Donc c'est une situation qui est très complexe, mais je continue à suivre l'actualité en France et j'ai l'impression que votre situation n'est pas très différente en fait. Wow, incroyable, wow. Ah oui, vous pouvez juger du talent de Marguerite. Alors, je vais donner des réponses très courtes. Ah non, hein. Vous voyez bien qu'elle assure de toute façon, donc on ne va pas se priver. Donc, je reviens un petit peu plus sur le livre et sur votre parcours, puisque en fait, les lecteurs français vous ont découvert par l'immense succès rencontré par votre livre Between the World and Me, qui a été traduit un peu curieusement, Une colère noire en français. C'est une. Nous avions parlé de ça déjà. C'est pas mon choix. C'est pour ça que je me permets de souligner. Donc, c'était une lettre que vous écriviez à votre fils, Samori. Ton corps peut être détruit, lui écriviez-vous. Et c'était parce que 15 ans après avoir vu votre ami d'université assassiné en 2000, votre propre fils assistait à l'assassinat de Michael Brown. Et je pense qu'il ne faut pas cesser de rappeler ce texte et sa grande puissance poétique et malheureusement son actualité récurrente, notamment évidemment avec l'assassinat depuis de George Floyd. Alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on a écouté tout à l'heure, qui justement est extrêmement triste, mais c'était votre choix, hein, d'écouter Walk On By d'Isaac Hayes, une chanson qui fait partie de la bande-son que vous décrivez à la fin de La Danse de l'eau. Et la question tout de suite, c'est quel est le rôle de la musique dans votre écriture, puisque si l'on en revient encore un petit peu en arrière, on sait que Le Grand Combat, qui était donc votre premier livre paru en 2008 aux États-Unis, et en France seulement après une colère noire chez Autrement, soit en 2017, Le Grand Combat, c'est un livre sur votre enfance et votre adolescence jusqu'à l'université, à Baltimore, où le rap, en l'occurrence, tient un rôle majeur. Et d'ailleurs, la musique, tout comme le sport, fut, c'est ce que vous expliquez dans ce livre, le médium de votre propre combat. Et il fallait que vous ayez un combat parce que vous êtes le fils d'un militant, Paul Coates, bibliothécaire à Howard University, donc l'université de prestige pour les Noirs aux États-Unis, qu'on appelle la MEC, et un homme très engagé dans le mouvement des Black Panthers, et qui d'ailleurs est devenu éditeur indépendant de tous les ouvrages qui concernaient le monde noir. Donc c'est quelque chose que vous avez au-dessus de vous qui n'est pas rien. Et du coup, vous avez pris le relais, c'est ce que vous expliquiez, de la cause. Et c'était votre moyen d'échapper à cet entourage des gangs, de la drogue, de la violence et de vos peurs que vous exprimiez dans Une colère noire. Voilà, alors ça nous mène loin de la question, mais j'y reviens. Je la reformule. Quel est le rôle de la musique dans votre écriture, Ta-Nehisi Coates? J'ai compris, Marguerite, j'ai compris. Ils sont formidables. So I think music is, and Black music specifically, is at the heart of so much of American culture. And I think for Black writers, that's more so true. You know, I heard you talk, you know, about like the importance of hip hop and rap, you know, when I was a kid. And I always tell people I'm a failed rapper. Like that's what I wanted to do. That's what I wanted to be. And there are so many, you know, Black poets who are themselves either failed jazz artists or failed blues singers or whatever. And so it feels natural for me, you know. I always feel like when I'm writing, I'm trying to get to a form that is actually not at the heart of what I do. Let me try that again. I don't want you to have to translate that. What I'm trying to say is like,
I feel like I'm translating when I'm writing things that actually occur to me almost musically, but I don't have the ability to render them musically. That's not my gift. Um, there's a line in between the world and me when, where I say, look, all I wanted to do was write, in the same way that Black people dance. Um, and I feel that like I meant that, so it's very difficult for me to imagine writing without music. It's just at the core of culture. It's so important. And probably if I had my druthers, I would not be publishing books. I'd be out on tour somewhere, singing or rapping. La musique est extrêmement importante dans la culture américaine et je crois qu'elle est encore plus pour les écrivains noirs. Vous avez mentionné l'importance du hip-hop dans mon enfance. En fait, moi, je crois que je suis un rappeur raté. C'est ça que j'aurais voulu vraiment faire. J'aurais voulu rapper. Peut-être que beaucoup d'ailleurs d'écrivains et de poètes ont ce rapport à la musique et ont écrit parce qu'ils ne pouvaient pas justement faire de la musique. Donc c'est quelque chose qui me vient naturellement. En fait, quand j'écris, j'essaie de trouver une forme dans l'écriture qui corresponde à ce que j'entends d'un point de vue musical. En fait, c'est-à-dire que les choses m'apparaissent d'abord musicalement, mais comme j'ai pas cette compétence de composer de la musique, je traduis ça en mots, je traduis ça en écriture. J'ai parfois dit, et je le pense toujours, que j'essaie d'écrire comme dansent les Noirs. Et je crois que c'est difficile. Pour moi, ce serait complètement impossible pour moi d'écrire sans musique. C'est vraiment au cœur pour moi de la culture, de ce que j'essaye de faire. Et probablement, si j'avais su rapper, je n'aurais jamais publié de livre. Bon, bah, dans un sens, tant mieux. Et il y a que vous le vouliez ou non, Ta-Nehisi Coates, une relation qui a été établie aussi bien par Obama, que vous avez bien fréquenté, peut-être le fréquentez-vous toujours d'ailleurs, comme pour feu Toni Morrison. Il y a ce lien vraiment avec James Baldwin. On a très tôt dit que vous étiez son héritier et comme lui, vous ajoutez aujourd'hui à votre parcours d'essayiste, que je rappelle parce que là, il y a aussi plusieurs autres livres chez vous qui sont par exemple Le procès de l'Amérique, hein, qui est apparu aussi chez Autrement, sur la question des réparations de l'esclavage. Et dans la maison d'édition Présence africaine, ont été réunis les articles que vous avez écrits dans The Atlantic, 8 ans au pouvoir. Et à tous ces aspects, à tous ces genres littéraires, vous ajoutez aujourd'hui le roman, celui du romancier. Mais il y a un chapitre qu'il ne faut pas sauter parce que c'est l'essentiel, c'est ce que vous m'avez dit dans votre itinéraire, surtout dans cette maison où nous nous trouvons, c'est la poésie. La poésie, c'est votre premier amour. Oui, c'est vrai. Après la musique. So I actually think it comes from the music as I'm thinking about it. The first, I actually think that the two questions are related. The first literature I knew was hip hop. And obviously, the sense of how you use words and how you, move words and how you move them around and ideas you can express with words. Obviously that's just so important, and it was really important in the hip hop of my era. Also, my parents would play stuff like Gil Scott-Heron or The Last Poets, and so the idea that words could be beautiful and should be beautiful, in fact, was very important to me. And so after I was a failed rapper, when I went to school, I became a failed poet after that. That was the first thing. That was my first love, as you say. That was the thing I thought I was actually going to do. And when I decided to go to essays and to journalism, I never lost that. I never lost the idea that it's not enough to just express something to somebody. You want people to feel it in their bones. The way people feel music in their bones, or the way people see a piece of art, and the word I use is haunted. I try to write things that haunt people,
And what I mean by that is you read it and you don't just say, well, that was good. You go to bed and you think about it. You wake up the next morning and you think about it. You tell your spouse, your husband, your wife, you have to read this. You tell your best friends, you have to read this. And I actually think a large part of that is the poetry. It's the way it's written. It's how you use the words. That's how you inject feeling, into something, even if it's as, I don't know, as fact-based as something like the case for reparations, as you mentioned. You still have to, I believe, write with a kind of force and a kind of beauty. That's probably the biggest thing I took from both Toni Morrison and James Baldwin. Baldwin is just the most beautiful essayist I've ever read. He has the poet in him. And I think he wrote poetry at the beginning also, too. I think it was his first love, too. Je crois que les deux questions en fait sont intimement liées, celle de la musique à laquelle j'ai répondu juste avant et celle de la poésie. Et les deux se rejoignent autour de ce premier amour, effectivement, qui était pour moi le hip-hop. Il y a une manière de jouer avec les mots, il y a une façon, certes, d'exprimer des idées, mais aussi une musicalité dans la manière dont on l'exprime, une beauté. En particulier, le hip-hop de mon époque est celui que me faisaient écouter mes parents, Isaac Hayes qu'on a écouté, mais aussi des gens comme The Last Poets. Je crois qu'après avoir été un rappeur raté, j'ai effectivement été un poète raté, comme vous l'avez dit, c'était effectivement mon premier amour et peut-être ce que j'espérais pouvoir faire. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire des essais, quand je suis passée au journalisme, je crois que je n'ai jamais oublié qu'il ne suffit pas de faire passer un message, d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Il s'agit de trouver la façon de le dire qui va permettre au lecteur de ressentir vraiment dans sa chair, dans ses os, ce que vous êtes en train de lui dire. Et il n'y a que l'art en fait qui est capable de faire ressentir des choses pareilles, ce qu'on ressent quand on écoute de la musique, ce qu'on ressent quand on regarde une œuvre d'art. En fait, le mot que j'utilise, c'est que j'essaye que ce que j'écris hante les gens, que ça reste avec eux. Une fois que vous avez lu un essai, non seulement vous êtes intéressé par ce qu'il dit, vous êtes convaincu, mais vous avez envie de le faire lire à tout le monde. Vous avez envie d'en parler à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, etc. Et ça, c'est vraiment le pouvoir aussi de la langue poétique, de l'utilisation des mots. Et même si c'est pas forcément de la poésie que j'écris, je suis attentif à ça. Quand j'écris le plaidoyer pour les réparations, je suis aussi attentif à la manière dont les mots vont avoir un impact. Et ça, je crois que c'est une leçon que j'ai retenue aussi de Toni Morrison et de James Baldwin, qui pour moi a la langue la plus magnifique qui soit. Et je crois justement que quand on revient à la danse de l'eau, qui d'ailleurs en anglais n'est pas la danse de l'eau, qui est la danseuse de l'eau. Donc c'est voilà, parce que la danseuse de l'eau, évidemment, pour nous, ça ne veut pas dire la même chose, donc ça a été traduit de cette manière-là. Et c'est un poème qui vous a... L'image de cette danse et de cette danseuse, c'est un poème qui vous l'a suggéré. Yeah, it's a sorry. Yes, it's a poem by that's actually a great point. It's a poem by Robert Hayden. S'appelle the Middle Passage, and it's a boy. It's funny because I was just talking about being haunted by things, and I read that. I'm 45 years old. And I read that poem for the first time when I was 18, and I've never stopped thinking about it. I've never stopped thinking about it. And as you mentioned, one of the images is Hayden is talking about enslaved people who jumped off the ship to avoid, being taken into America or into the Caribbean or wherever they were going as enslaved people. And he talks about the image, and the image that he conjures is this idea of them laughing, as they go on, as they went under, or singing as they, go under. And that's not the first time I've seen that. There's another, excerpt in the book where I talk about another guy who literally talks about them, seeming to dance on the waves. And I love both of those images because what they are is a reclamation of power. I will decide the end of my body. I won't allow you, I will destroy my body before I allow you to use it. That's not to say that was the only choice, or even necessarily the more noble choice. But it's a recurring thing
both in the Black imagination and for me. So when I went to do the Water Dancer, when I got to like the fourth draft, it was an idea that I really fixed on. C'est un poème effectivement de Robert Hayden qui s'appelle Le passage du milieu que vous évoquez. Et je parlais juste avant de la capacité des mots à vous hanter, à rester avec vous. J'ai 45 ans aujourd'hui, c'est un poème que j'ai lu à l'âge de 18 ans et qui est resté avec moi tout ce temps-là. J'ai jamais cessé d'y penser. C'est un poème qui parle de ces gens réduits en esclavage qui sautaient des bateaux, qui préféraient se jeter à la mer que d'être embarqués aux États-Unis et de perdre leur liberté. Et il y a cette image qu'il utilise où il les montre riant au moment où ils se noient, en fait, où ils tombent dans les vagues, dansant dans les vagues. Et c'est une façon en fait de se réapproprier le pouvoir, hein, quelque part, ce choix de se suicider, de sauter du bateau. C'est une façon de décider de librement en fait, de devenir de son propre corps, y compris pour le perdre. C'est pas le seul choix possible, évidemment, ni nécessairement le plus noble, mais c'est un motif extrêmement puissant dans l'imaginaire noir et qui m'a, moi, marqué vraiment durablement. Et dès que j'ai commencé à travailler sur ce roman, je savais que je voulais que ce motif soit central. Alors on va écouter un petit peu de quoi il retourne sous votre plume. Qu'est-ce que c'est que cette danse de l'eau et d'où elle vient? Alors c'est Sophia, l'esclave dont Hiram est amoureux, qui lui dit, qui lui parle un petit peu de cette légende de la danse de l'eau. L'histoire d'un grand roi qui avait été emmené d'Afrique avec son peuple à bord d'un bateau négrier. Quand ils sont arrivés près du rivage, ils se sont emparés du bateau, ils ont tué et jeté tous les blancs par-dessus bord, puis ils ont essayé de rentrer chez eux. Mais le bateau s'est échoué, et quand il s'est relevé sur la terre ferme, le roi a vu une armée de blancs prête à déferler sur lui. Alors il a dit à son peuple d'avancer dans l'eau, en chantant et en dansant, que la déesse de l'eau les avait amenés sur ces rivages et que la déesse de l'eau les ramènerait chez eux. Et quand nous dansons comme ça, avec l'eau en équilibre sur la tête, nous rendons hommage à ceux qui ont dansé dans les vagues. Nous avons inversé l'histoire, tu comprends? Puisque nous n'avons pas le choix, nous faisons au mieux avec ce qui nous est donné. Ce n'est pas ce que tu as fait hier soir? C'est bien ça que tu prétends faire, non? Inverser le cours des choses. C'est bien ce que faisait Santibès, non? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle quand nous sommes passés de l'autre côté hier soir. Ce roi, la danse de l'eau, Santibès, toi. C'est comme une danse, c'est bien ce que tu as dit, n'est-ce pas? C'est aussi ce que faisait Santibès. Elle ne marchait pas dans l'eau, elle dansait, et elle t'a transmis cette danse. Et c'est pour ça que le réseau est venu te chercher. Voilà, c'est important quand même d'écouter la langue de Ta-Nehisi Coates très bien traduite dans cette publication donc, de chez Fayard. Et la question qui suit, c'est pourquoi écrire un roman sur l'esclavage après avoir écrit donc sur les réparations en tant que journaliste et un peu plus parce que c'est un véritable essai, et même suggérer une législation sur ce thème puisqu'on vous a demandé aux États-Unis de faire des propositions sur le thème des réparations. Qu'apporte la fiction sur ce sujet pour vous? Why the choice of fiction? Is the question clear? Yeah. No. Yeah. Merci. Non, en fait, j'étais très, très frappé de la traduction de Pierre. C'est incroyable. C'est pas mes mots. Wow. It's very beautiful. I mean, they're my words, but they're not. You know what I mean? So it's very, very beautiful. I've never heard it read out loud like that. So it's pretty. I'm having actually an emotional reaction to it. Réaction émotionnelle en entendant pour la première fois la traduction lue à haute voix. Remettez-vous. Buvez un verre d'eau. Ça va. I think it's a matter of the imagination. When you write nonfiction, you are in the world as it is. In fiction, you are in the world as it could be or as it might have been.
or maybe as it was in the sense of, you know, maybe it's a story that hasn't been told. I have two sides in me. You know, I think facts are very, very important. I think understanding facts are very, very important, especially in our politics. At the same time, I don't think we should mistake facts for what necessarily has to be. And that's where like fiction, that's where all art, I mean, I wouldn't just say, that's where fiction, music, visual arts, film, you know, all that is very, very important to our politics. Because those are the reflections of the content of our actual humanity. And, you know, there really can be no politics without that. It became clear to me as a journalist and an essayist that many of the conversations I was having about facts was actually about moral imagination. To put it bluntly, that there were people in this world who you could line up all the facts that you needed. But the reality of it was that they didn't see you as human. And so you know, all of your facts, all your cases didn't matter. And where does that come from? That comes from the art. That comes from the fact that here in America, our first and most important major motion picture is about slavery. And it's an inhuman rendering of Black people. That comes from the fact that our most popular novel, Gone with the Wind, is an inhuman rendering of Black people. And so in many ways, César Danse de l'Eau was my small attempt to reverse that, to flip it, as Sophia says, inverser. That was you know, the importance. And I would be remiss if I didn't say that I really enjoyed it too. I enjoyed the writing. I actually enjoyed the act of creating fiction. En fait, c'est une question d'imaginaire. Quand on écrit de la non-fiction, on écrit le monde tel qu'il est. Alors que quand on écrit de la fiction, on écrit le monde tel qu'il pourrait être, tel qu'il aurait pu être, tel qu'il a été peut-être parfois, mais pas raconté, quand on parle d'un passé, d'une histoire qui n'a pas été racontée. Pour moi, il y a vraiment les deux facettes sont importantes. Évidemment que les faits sont très importants, notamment quand on parle de politique, dans les débats politiques. Mais en fait, les faits ne sont pas la seule manière de voir les choses et les faits ne suffisent pas forcément. Les formes artistiques, les formes visuelles, la musique, la fiction, etc., ça a aussi un poids extrêmement important, y compris en politique, parce que les décisions politiques, les réflexions politiques s'adressent aussi à une humanité, doivent avoir une part d'humanité. Et donc ces formes-là interviennent là-dedans aussi. En tant que journaliste, en tant qu'essayiste, je me rends compte, en fait, je me suis vraiment rendu compte que on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur les faits, l'imaginaire allait forcément de toute façon entrer en ligne de compte, parce que vous pouvez exposer les faits de la manière la plus simple possible, la plus directe possible à quelqu'un, il peut quand même ne pas voir la même réalité que vous, parce qu'encore une fois, c'est une question d'imaginaire. Et donc cette envie aussi de recourir à la fiction, c'est aussi une manière de revenir aussi sur le fait qu'au cœur de l'imaginaire justement américain, il y a l'esclavage. Le principal, le roman le plus connu de l'histoire de la littérature américaine, c'est Autant en emporte le vent, qui met au centre des personnages qui sont réduits en esclavage, enfin, qui traite d'une manière quand même assez biaisée la question de l'esclavage. Et donc c'était aussi peut-être pour moi une manière de revenir là-dessus, de reprendre aussi le pouvoir de l'imaginaire. Et puis c'était aussi une question de plaisir, parce que je dois être aussi tout à fait sincère, et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire de la fiction. J'en profite juste pour vous demander une petite réaction sur, par exemple, la nouvelle traduction de Autant en emporte le vent, et cette manière de revisiter justement, comme on a eu, nous, ici au musée d'Orsay, une exposition sur les modèles noirs, où certains tableaux, où il y avait le mot négresse, etc., étaient titrés d'une nouvelle manière, en donnant le nom du modèle plutôt que négresse. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'on appelle ici la woke, enfin les woke, et cette manière donc de soudainement être éveillé ou réveillé à des réalités qui
semblait pas perceptible à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de mettre l'histoire, j'allais dire, au goût du jour, si on peut dire? Okay, I'll take the translation on that one. I guess. Recently, there's been a new translation of Gone with the Wind, where some things have been maybe revisited. There's been an exhibition also about paintings of black models, where the titles of the paintings have been changed to give the name instead of just saying a slave or nigger, which was, I believe, the word used in French. What's your take at this so-called woke culture, where we would maybe wake up to realities that we did not perceive until then? I would have to see the work before I could make a judgment. Il faut que je lise cette traduction, que je vois ce travail avant de pouvoir m'exprimer dessus. Et sur le principe même de réécrire, sur le principe même, ça va plus loin de la cancel culture, voilà, de prendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et de dire ce qui était avant ne doit plus demeurer. On ne peut plus appeler les gens de cette façon. On ne peut plus embrasser une princesse parce qu'elle n'est pas consentante. Là, je parle de Blanche-Neige. D'ailleurs, c'est pas une princesse, pardon. Et voilà, un peu sur ce. Après, on va pas s'étendre là-dessus, mais. Okay, so the question was really about cancel culture and this idea of maybe revisiting things from the past, including Snow White being kissed against her consent. That was another example of what we call here in France cancel culture. Got it. I understand. Like Dr. Seuss here. We had a problem with Dr. Seuss here. I suspect that this is not new. I suspect that every generation looks at stories and decides whether they are appropriate, whether they carry the values that that generation wants to carry forth. What I think is different, and this goes back to the question about fiction, because I think this is a question of imagination. I think. Et Marguerite, c'est un peu complexe, donc peut-être on peut faire une pause au milieu de mon réponse. Il y a eu la polémique, oui. Il y a eu la polémique aussi aux États-Unis autour de Dr. Seuss et je ne sais plus quel est le titre en français. C'est une série aussi traduite en français, je crois, qui est une série pour enfants. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense que toutes les générations, en fait, réenvisagent les récits, les histoires des générations précédentes à l'aune de leurs valeurs et parfois les réévaluent. Mais je vais répondre à la question en faisant le lien avec justement ce qu'on a dit avant sur la fiction et l'imaginaire. Et comme c'est une réponse complexe, on va peut-être la couper en plusieurs tronçons. So, the problem is the people who are now able to decide whether certain stories should be told or how certain stories should be told or what is appropriate to be talked about in the public square and what is not. Historically, they've had no say. That really is the problem. And there are sectors of our society that to this very day are convinced that they shouldn't have a say. You know, I think that really is the issue. There are many things in our culture here in America, and I'm going to assume it's the same way in France, that were rendered acceptable because it was basically, for the most part, only white people or only white men or only straight white men or only straight people, depending on how you know, what we're talking about here, who had to say over what was fine and what was not. La question, en fait, c'est de savoir qui sont les gens qui décident quelles histoires peuvent être racontées et comment il faut les raconter. Qu'est-ce qui peut être dit en public, qu'est-ce qui est valable comme culture. Il y a beaucoup de choses dans nos cultures qui ont été rendues acceptables et j'imagine que c'est la même chose aussi en France parce que c'était ce qui était acceptable aux yeux de ceux qui décidaient, qui étaient toujours les mêmes, qui étaient blancs, qui étaient d'ailleurs généralement des hommes et généralement hétérosexuels.
And I mean, it continues today. It's not even in the past. For example, nobody, and I wrote about this. We talked about this before, but Colin Kaepernick took a knee, and he never worked again. Nobody calls that cancel culture. It is amazing. I am living in a country right now where there's a school district in Ohio where I got a call from a reporter where my book, En Colère Noire, is banned, can't be taught. School board banned it. There was a teacher in Kentucky who I talked to last week who got fired for teaching one of my essays. In Texas, in Florida, in states around the country, there are laws being passed to ban quote unquote critical race theory to prevent authors from, talking and addressing students and their work from being seen by. Nobody calls that cancel culture. Cancel culture is for Black people. Cancel culture is for people who are outside. When the state does it, when people with power do it, it's just normal. It's just normal. En fait, on ne sait même pas du passé, ce dont je parle, qui décide quelle histoire a le droit d'être racontée. Ça continue encore aujourd'hui. Prenez l'exemple de Colin Kaepernick, le joueur de football américain. Il s'est agenouillé une fois et il n'a plus jamais joué, il n'a plus jamais pu travailler. Et ça, ce n'est pas de la cancel culture, paraît-il. Je vis dans un pays où très régulièrement, j'ai des enseignants, encore récemment un enseignant qui m'a appelé, qui s'était fait virer parce qu'il avait enseigné un de mes essais. Où mes livres ne sont pas autorisés à être lus par les plus jeunes. Ou au Texas, en Floride, on passe des réglementations pour interdire la théorie critique de la race, les sciences qui abordent de façon critique la question de la race. C'est ça, la cancel culture, sauf que la cancel culture, c'est pour les Noirs, en fait. Quand c'est l'État qui décide de ce qui ne peut pas être dit, quand c'est le pouvoir, c'est normal. I suspect it's the same in France, too. Moi, je pense que c'est la même chose en France. Mais je ne suis pas sûr, mais je pense oui. Quand vous viendrez, on fera un débat avec des écrivains français noirs. Et puis, on vous écoutera avec grand intérêt pour comparer les situations. Mais je crois qu'après, en tout cas sur la question de l'esclavage, ça ne peut pas être tout à fait la même chose. Et j'y reviens, parce que c'est quand même le sujet de votre livre. Et je voulais savoir par quelle porte êtes-vous entré dans ce sujet? Parce qu'il y en a d'autres, évidemment, qui l'ont ouverte avant vous, on pense, c'est sûr. Et vous êtes bien gardé d'ailleurs de le lire au Underground Railroad de Colson Whitehead, 2 fois Pulitzer, et notamment pour ce livre. On pense aussi au cinéma, à 12 Years a Slave. Donc, vous êtes dit, voilà, il faut que j'aborde ce sujet. Est-ce que je prends un document? Est-ce que je prends un personnage? Est-ce que je prends comment est-ce que vous avez rencontré ce William Steele, dont vous précisez à la fin que vous vous êtes inspiré pour la famille White de votre livre? Et d'ailleurs, vous avez signé une introduction à The Underground Railroad Record de ce William Steele, donc qui est un document qui existe, où il a raconté lui-même. Alors voilà, en fait, comment le journaliste en vous a fait la part des choses, comment arriver en romancier dans ce sujet de l'esclavage? So, the state where I was born, Maryland, it's the same state where Harriet Tubman and Frederick Douglass were born. And it was one of the major states for the Underground Railroad. So from the time I was really, really young, I always heard a lot about the Underground Railroad, the Underground Railroad, the Underground Railroad. It was kind of a constant thing. And after I finished my first book, my editors and my agent, they were like, you should try fiction. Because as you know, as you were saying before, there were poetic elements. Even though my first book was nonfiction, and it was felt that this could work well, those same sort of tools in fiction. So I went to try, and you dig deep into the things that really provoke you, that sit in your head, and the Underground Railroad was a big one. It had been with me all this time, and I think also I have this natural interest
comic books and superheroes. So it felt like the natural thing. L'État où je suis née, c'est le Maryland, c'est le même État, c'était l'État aussi de Harriet Tubman et Frédéric Douglass. Et c'était un des États principaux qui a joué le plus grand rôle en fait dans ce Underground Railroad, justement ce chemin de fer clandestin. Donc j'ai toujours entendu parler de cette histoire-là. Et quand j'ai fini mon premier livre, mon éditeur et mon agent m'ont dit tu devrais essayer la fiction, justement à cause aussi de cette dimension peut-être poétique dont on a parlé avant, qui était quand même présente. Et je me suis dit, si je dois m'atteler à ça, il faut que j'aille vraiment en profondeur sur un sujet qui me tient à cœur. Et parmi les sujets qui me parlaient le plus, il y avait justement ce chemin de fer clandestin. Et par ailleurs, l'autre chose qui était très naturelle pour moi, c'est que j'avais toujours eu un intérêt pour les comics et pour les super-héros en particulier. Ce qui fait que vous avez fait ce bond dans la fiction, qui vous a pris 10 ans, et que vous avez introduit un héros qui a des super-pouvoirs. Qui a un pouvoir qui s'appelle la conduction. Alors, dans un des extraits qu'on a choisi en lecture, et Marguerite va en lire quelques extraits courts dans l'extrait lui-même, c'est un dialogue entre Hiram et Harriet. Quand on dit Harriet, c'est Harriet Tubman, c'est la figure mythique du chemin de fer clandestin qu'on appelait la Moïse noire. Et c'est un dialogue sur le pouvoir du récit, où justement Harriet explique à Hiram que le saut est déclenché, le saut, c'est-à-dire cette crise, enfin ce saut qui fait qu'on entre dans le supranaturel, c'est le pouvoir du récit. Elle dit, il s'appuie sur nos histoires personnelles, toutes nos amours, toutes nos pertes. Grâce à l'invocation de ces sentiments, par la puissance du souvenir, nous sommes transportés. Je me tournai vers Harriet, abasourdie. Comment avez-vous fait ? J'ai l'impression que tu le sais déjà, mon ami, répondit Harriet. Imagine des îlots au milieu d'un grand fleuve. Imagine ensuite des gens normaux qui voudraient aller d'un îlot à l'autre et qui seraient obligés de le faire à la nage. Imagine que ce soit le seul moyen à leur disposition. Mais toi, mon ami, tu es différent. Parce que toi, contrairement aux autres, tu es capable de voir un pont qui enjambe ce fleuve, plusieurs ponts même, qui relient ces îlots les uns aux autres, une myriade de ponts construits chacun à partir d'une histoire différente. Et non seulement tu es capable d'envisager ces ponts, mais tu peux les traverser, les franchir, en embarquant avec toi des passagers, aussi sûrement qu'un conducteur de train sait piloter sa machine. C'est ça, la conduction. Cette myriade de ponts, cette myriade d'histoires, le chemin qui conduit de l'autre côté du fleuve. C'est une pratique que les anciens connaissaient bien, et j'ai entendu dire que même sur les bateaux négriers, les esclaves sautaient par-dessus bord et se laissaient porter par les vagues qui les reconduisaient chez eux, dans leur terre natale africaine. Harriet soupira, secoua la tête et continua. Mais nous sommes ici maintenant, et nous avons oublié les vieilles chansons et perdu tant de nos histoires. Et justement, à un moment, merci Marguerite, à un moment, vous faites dire à un des personnages que ces histoires, que Hiram lui-même va découvrir à travers des documents, quand il est très actif comme agent de terrain dans le réseau. Raymond, donc un des personnages, dit « Toutes ces histoires dépassent ce que personne pourrait jamais imaginer, même ceux d'entre nous qu'elles concernent directement. » Alors, c'est là où j'en viens un petit peu sur la question précédente, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous tenons là entre nos mains ? C'est quoi la danse de l'eau ? C'est un récit d'esclaves ? C'est un récit écrit au XIXe siècle, mais alors dans quelle langue ? C'est un roman d'aventure ? C'est un roman historique ? Qu'est-ce que c'est ce que nous avons entre les mains ? Puisque Hiram lui-même parle du livre qu'il est en train d'écrire. So when I was writing it, I tried to imagine this older dude who was writing a narrative of his life. One of the things that really informed me was the genre of slave narratives, which was a particular genre, very popular
during the 19th century and during the 18th century a little bit too. And with these were, you know, chronicles of enslaved people and their lives to, you know, just tell people what slavery was. It goes back actually to something I was saying before about imagination. These were people trying to get their fellow Americans to imagine them as human beings. Et Marguerite, on peut continuer après. Quand j'écrivais ce livre, en fait, je me représentais un vieil homme qui écrivait le récit de sa vie. Une des influences pour moi en termes de genre, ça a été ce qu'on appelle justement les récits d'esclavage, les témoignages d'esclavage. C'est un genre qui a été assez populaire au 19e, voire même un peu dès le 18e, qui sont des sortes de chroniques de gens qui étaient réduits en esclavage et qui racontaient ce que c'était, en fait, qui racontaient leur vie. On parlait du pouvoir de l'imaginaire. C'était une manière d'essayer de faire ressentir, comprendre aux autres Américains qu'ils étaient des êtres humains. So I was trying to write like the Water Dancer it's a melange I guess of a bunch of things. So it was me trying to do that. It's my love of bande dessinée. It's my love of science fiction. It's my love of fantasy. You know, all of that is in there. But I didn't really have to add it because one of the interesting things is if you read those narratives, the world of the enslaved and the world of that period is a world of belief in the supernatural. And so there wasn't too much I had to do. You know, Frederick Douglass in his memoirs, there you know, all these supernatural elements for the beliefs of the enslaved people are attached in my book. And so I guess it's a mix of things, but I would call it a kind of slave narrative. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, il y a justement ce genre-là qui a influencé le livre, mais aussi ce dont on a parlé avant, mon amour de la bande dessinée, des comics, de la science-fiction, de la fantasy, tout ça est dans le livre, mais c'est pas quelque chose que j'ai eu besoin en fait de rajouter après coup, parce que quand on lit ces récits d'esclaves, ces chroniques d'esclaves, on se rend compte que le monde dans lequel ils vivaient, la vie qui était la leur, était justement extrêmement marquée par le surnaturel, par la croyance, par la magie. Donc, j'avais pas beaucoup à faire pour tirer le récit dans cette direction-là. Quand on lit les mémoires de Frederick Douglass, il rapporte énormément d'éléments de magie, de surnaturel. Donc en cela, je pense que le roman peut-être peut s'apparenter à un de ces récits d'esclavage. Et justement, quand on pense au livre de Patrick Chamoiseau, par exemple, et la figure du conteur et ce qui se passe la nuit, il y a aussi cette atmosphère de magie comme ça. Je dis juste comment ça se passe dans votre livre quand Hiram est comme ça sous l'effet de la conduction, qu'on en ait un petit bout. Et voici que nous traversions maintenant le pont, et soudain le rideau de brume se fendit devant nous, et c'est à cet instant que je la vis, que je vis cette femme, que je vis ma mère en train de danser la danse de l'eau, debout sur ce pont, et l'eau dansait dans les ténèbres de mon esprit, et je voulus ralentir, je m'en souviens. Je tentais de tirer sur les rênes, mais le cheval poursuivit sa course folle, quoique je me demande à présent si je tirais bel et bien sur les rênes, ou si je me trouvais même bel et bien là, à cet endroit, sur ce pont, car aujourd'hui encore, alors que je l'ai vécu, je ne peux pas dire que je comprenne entièrement en quoi consiste la conduction, hormis pour ce qui est d'un seul aspect de ce phénomène, un aspect essentiel, il faut se souvenir. Je marque un temps d'arrêt pour l'émotion. Et non, parce que c'est le tout début, donc c'est vraiment la première fois où Hiram est comme ça, il se découvre ce phénomène, et vous voyez qu'on n'a pas de masque et qu'il n'y a pas de super pouvoir tel qu'on l'imagine à notre siècle. Et je reviens sur la question de la langue, même sur les personnages, sur les sentiments des personnages, sur les questions que vous posez. Comment votre temps présent et les questions du temps présent sont venues nourrir ce roman? Well, the question of memory is always important. I actually think this goes back to your question about cancel culture. Because one of the things that's happening right now is, again, you know, people who have not had power
are now participating in the dialogue. And part of that dialogue is what do we remember and how do we remember it? Je vais continuer après. En fait, la question de la mémoire, elle est toujours extrêmement importante. Ça revient en fait à la question qu'on a posée juste avant sur la cancel culture. Ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est que les gens qui jusqu'à présent n'avaient pas le pouvoir commencent à participer à ce débat sur de quoi est-ce qu'il faut se souvenir et comment est-ce qu'on s'en souvient. So there are aspects of our society that we have intentionally tried to forget. We had in, I believe it was 1921. I can't remember what year it was. It might have been 1919. But anyway, we had an incident here where in the state of Oklahoma, it was a massive, massive riot where white people decided to destroy a Black community and all the wealth. It's called Black Wall Street, Tulsa race riot. The important thing about the Tulsa race riot, in addition to what they did, is the fact that after that, they destroyed all proof of it. Like literally went into libraries and destroyed, newspaper clippings and took them out. There was a mass effort at forgetting. Il y a certains aspects de notre histoire, de notre société qu'on a essayé d'oublier en fait. Je ne sais plus si c'était en 1921 ou en 1919, mais il y a eu un incident en Oklahoma où il y a eu des émeutes massives où la population blanche d'une petite ville, can you say the name of the city again? I just didn't catch it. Sure, Tulsa, of course. Le massacre de Tulsa, bien sûr. Où les blancs, donc les habitants blancs, ont détruit toute une communauté, en fait, toute une communauté noire, ont détruit les commerces, sont attaqués aux gens, et en plus de ça, ont également essayé de détruire les preuves de l'existence de cette communauté libre, en allant dans les bibliothèques, en effaçant aussi les traces, les archives, en fait, de l'existence de cette communauté noire à Tulsa. And I'm sorry, the year was 1921, actually. So on the one hand, the water dance is about Hiram trying to remember. But on the other hand, there's an aspect of it that is about the society forgetting. And that's true today. We just had the 100th anniversary of the Tulsa race riot. And to this very day, even though there are people alive right now who were alive at the time of that race riot, I believe there are 2 or 3 survivors, we cannot get reparations for those people. The society can't quite come to terms with it. And so I think a lot of what's happening is it's not just, who's going to participate in the culture, but what we're going to remember and how. I don't know if you've had this issue in France or in Paris, maybe you have, where in their statues for people who are not, who maybe committed some sort of atrocity, and now that more people have a say in how we're remembering, there's a feeling that maybe there shouldn't be statues. Maybe those people shouldn't be honored. Alors c'était 1921 en fait, puisque ce massacre de Tulsa, justement ces émeutes raciales de Tulsa, on en a commémoré l'anniversaire justement tout récemment, et ça signifie qu'il y a encore 2 ou 3 peut-être survivants de cette époque-là. Et ces gens-là n'ont jamais obtenu réparation. C'est ça qu'il faut bien saisir. La question aujourd'hui, c'est à mesure que peut-être plus de personnes participent à ce qui définit la culture, qu'est-ce que cette culture et de quoi est-ce qu'on veut se souvenir, comment est-ce qu'on veut s'en souvenir. Vous avez peut-être le même phénomène en France. Nous avons aux États-Unis des statuts de gens qui en réalité ont commis des atrocités. Est-ce qu'aujourd'hui, à mesure que plus de personnes viennent participer justement à cette discussion autour de ce qu'est la culture, l'histoire et la société, est-ce qu'on a envie de continuer à honorer ces gens-là ? That was the big present issue, the idea of remembering and how do we remember. Et c'est tout. La question de la mémoire, c'est vraiment une question extrêmement cruciale aujourd'hui. De quoi se souvenir et comment ? Je pense qu'on pourra ouvrir le débat dans quelques minutes avec les personnes qui sont dans la salle et qui auront sûrement des questions à vous poser sur ces sujets. Moi, je voudrais juste dire qu'il y a des figures de femmes absolument remarquables dans ce livre, dont une blanche qui est l'incarnation de la Belle du Sud dans toute sa chaste splendeur, le fleuron de leur civilisation, retournée contre eux.
Et donc, vous parlez beaucoup du fanatisme des Blancs aussi, comme s'ils avaient un rôle particulier dans la libération des Noirs. Et tout ce que vous dites à travers ces personnages dans ce roman renvoie à des questionnements d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire, voilà, donc je l'ai dit. Et sinon, je voulais, avant de laisser la parole, juste demander finalement à Ta-Nehisi Coates, puisqu'il met Frédéric Douglass au début de son livre, et Douglass dit « Mon rôle a été de raconter l'histoire de l'esclave. L'histoire du maître n'a jamais manqué de narrateur. » Et alors, c'est quoi votre rôle à vous maintenant avec ce livre et en général, Ta-Nehisi Coates? I just love that quote. It's at the end of Frederick Douglass wrote 3 autobiographies, and that's at the end of his last one. And he's close to death at that point. I think he died within, I don't know how many years of that being published, but he knew it and he was writing it. And he was saying, and this goes back to cancel culture too. Because what he's saying is like who has the right, he's talking about who has the right to tell stories and who gets to tell stories. And he's saying the people who have had power have had all of these tools, you know what I mean? All of these, you know, people who have told their story and their truths. That's not, it's not my role to do that. C'est une citation que j'adore, qui est à la fin de ses mémoires, qui est sa manière un peu de boucler la boucle aussi de ce qu'il propose. Et ça revient encore une fois à la question de la cancel culture, puisque vraiment la question qu'il pose, c'est qui a le droit de raconter l'histoire, qui peut raconter ce qui s'est passé, et comment en fait raconter. Ce qu'il dit en gros, c'est voilà, ils ont justement, les gens qui ont eu le pouvoir ont eu tout le temps nécessaire pour raconter leur propre histoire. Donc moi, ce n'est pas à moi de faire ça. And I really identify with that. I really, really do. And I feel like it's my role too. When people push you out of the umbrella of humanity, all of these complexities, all of these stories, all of these things within you, they just never get told. They never get told. And I feel like the world of Black America, I feel like the Black role at large, I feel like anywhere you find communities where people are not favored by power or outside of power, those are rich veins for stories. And so I feel like that's my role. Moi, je me reconnais en fait dans la démarche qui est la sienne, qui est de raconter les histoires des gens qui ont été poussés hors des confins de l'humanité, à qui on a dit qu'ils ne faisaient pas partie de cette humanité, parce que ça signifie que ce qui arrive justement dans ces marges n'est pas dit, n'est pas raconté. Et c'est le cas en fait de tous ceux qui sont hors pouvoir quelque part, tous ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et donc je pense qu'effectivement c'est une veine très très riche de récits, d'histoires, et je vois comme mon rôle le fait de les raconter. Eh bien, merci on n'a pas fini, mais on va ouvrir maintenant la conversation avec les questions qui peuvent émerger de cette salle obscure, mais j'essaie de voir s'il y a des, je sais pas, des envies de poser des questions à Ta-Nehisi Coates. Pas pour l'instant. Bon, bah c'est pas grave, moi j'en ai d'autres, hein, donc. Voilà, donc j'en ai une tout particulière. Ah, il y en a une qui s'est... Could you tell us about the case for reparations, the question of reparations? They're old. America itself, and I would probably argue that the modern West as we know it is rooted in the seizure of land from indigenous people and the usage of Black bodies for labor. There would be no America without that. I'm talking about the material wealth that built America. I am talking about the culture of America. I'm talking about its music, its literature, its movies.
You simply cannot strip the Black experience outside of America and have America. And I suspect, though I don't know yet, but I'm getting there. I suspect that you can't strip the Black experience, out of any story of the West and have the West. It's such a consequential phenomenon, and yet, well, let me pause there. L'Amérique, l'Occident, en fait, plus largement d'ailleurs, et pas que l'Amérique, est fondé, ses fondations même en fait sont l'accaparement des terres autochtones, des terres des autochtones, et l'utilisation, le recours au corps des Noirs et leur utilisation pour comme force de travail en fait, et donc aussi pour le profit. Donc la richesse en fait qui a construit l'Amérique telle qu'elle est, sa culture aussi, sa littérature, sa musique, absolument tout, il n'existerait pas en fait sans cette utilisation du corps des Noirs. Et encore une fois, plus largement, pas uniquement les États-Unis, je pense qu'on peut dire ça de l'ensemble de l'Occident. Donc cette expérience noire, elle est à la base de ce qu'on est devenu, et pourtant elle est poussée à la marge. And so I think we're owed. I mean, I think it's not a mistake that exploitation happened, that plunder happened, and those are the communities that are the most in trouble today. The COVID rate in Native American communities is just off the charts. The COVID rate in African American communities is, much higher than it is. Death rate, is much higher. And so I don't know how we get out of this without some evening up of the resources. Et c'est pas par hasard si ceux qui ont subi cette exploitation-là se retrouvent aujourd'hui à être les populations qui subissent le plus toutes sortes de difficultés. Quand vous prenez les chiffres du Covid, les Africains-Américains sont ceux qui ont vraiment des taux d'infection au Covid qui sont délirants par rapport au reste de la population. Et donc je ne vois pas comment on peut rééquilibrer cette situation sans rééquilibrer aussi, sans réaffecter des ressources. Et c'était le sens justement de votre proposition de loi, enfin, avec des exemples sur les pensions que l'on donnait à des vétérans. C'était un petit peu ça la trajectoire. C'est peut-être ça que vous demandiez, madame, sur l'aspect un peu pratique, comment réaliser ces réparations légalement. In legal terms. Yeah, well, we have right now a bill that's sitting in Congress that is supposed to set up a congressionally mandated forum to study the impact on enslavement on African Americans and on the country at large, so that we could begin to get our hands around, what this actually is. Now, there's a reason why that proposition, which is quite old, it goes back to 1989, has never advanced. I mean, we know what it's going to say. It's going to say we stole a lot from you. But nevertheless, I think it's an important thing. It's called Proposition 40. Pas évident. Il y a donc un projet de loi qui a été déposé au Congrès. Il y a un groupe qui a été mandaté pour étudier l'impact justement sur les différentes populations de cette exploitation des ressources et l'impact des réparations possibles. Mais en fait, c'est une question qui est sur le tapis depuis très très longtemps et ce n'est pas par hasard si ça avance aussi lentement. Oui, nous on entend bizarrement. Il y a d'autres... Oui. What part plays maybe the fear of white anger in the fact that things are stalled in terms of reparation in this process? Is there a fear of white people's anger? I mean, it's a fear of power. I don't even know if it's fear. It's just power. It's we don't want to pay. I think it's really that simple. I don't think there are a majority of
white people in this country, or a critical mass of white people in this country who are willing, who first of all believe that they owe anything, and are willing to pay it back. We haven't even gotten to the level of anger yet. Je crois que plus que la peur des Blancs, c'est la peur du pouvoir, tout simplement, et c'est même pas forcément de la peur, d'ailleurs, c'est juste le pouvoir qui fait qu'il n'y a simplement pas une majorité de gens dans les instances qui décident, qui sont prêts à payer, c'est tout. Et la peur aussi des personnes concernées d'un effet boomerang qui les fragiliserait pour avoir trop demandé. Et qu'après, il y aurait une... Enfin, je crois que c'était un peu ce que vous... The meaning of the question was maybe that people who request the reparations would fear like a kickback effect, that for asking too much, they would then get retaliation? No, I don't think so. Reparations polls really well among African Americans. We've never even gotten to the level of, like, those are second order questions that we just have never even gotten to. Can you repeat the last part? I'm sorry, I don't hear you very well. Sure, those are complex questions that we've never even gotten. Like what I'm trying to say is, most white people in this country don't even acknowledge that there's a debt owed. And so we're kind of stuck at this basic level question before we can even get to what would be the reaction if reparations were paid out. Je ne crois pas que ce soit la question, en fait c'est beaucoup plus basique que ça, c'est-à-dire que la plupart des Blancs de ce pays n'ont même pas conscience à la base qu'il y a une problématique liée aux réparations, qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc c'est même vraiment la discussion la plus basique qui soit qu'il faut qu'on arrive à avoir avant de parvenir à cette question des réparations. Oui. C'est pas naïf, c'était ma dernière question, donc je vous remercie de l'avoir posée. C'est la question. A maybe naive question. You were close to Obama, maybe still are. Do you still believe in the power of maybe writers as an essayist, a poet, the power of imagination that you were mentioning to change the world? Did this familiarity with power make you keep the belief or not? C'est ça la question. So I wasn't close to him. we weren't having lunch, or once we did, but it's not like I was hanging out with Obama. I was a journalist, and I got to interview him a few times. Yes, I very much believe in the power of literature and the power of writers. Very, very much. I think it's extremely, extremely powerful for the reasons that we talked about here. I think for the reasons of the imagination. I think, imagination is just so important. Yeah, that's it. On n'est pas proche avec Obama. J'ai déjeuné avec lui une fois, mais parce que je faisais une interview de lui, je suis journaliste, je ne traîne pas avec Obama. Mais oui, je crois au pouvoir de la littérature, je crois évidemment au pouvoir de l'écriture, au pouvoir de l'imaginaire dont on a parlé ici toute la soirée, en fait, qui est effectivement extrêmement important. Still about the case for reparation, is there a lot of white people, whether men or women, who actually follow you on this, or is it mostly black people activism for reparations? It's mostly black people, but yes, there are some white people. Il y a quelques blancs, mais ce sont surtout des noirs.
Et sans doute cela explique-t-il le retour qui est tellement critiqué et tellement refusé, en tout cas en France ici, du terme, enfin de la notion de racisé. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut revenir à la race pour avancer, alors qu'on avait l'impression, et vous-même pensiez qu'il y aurait une société post-raciale. Enfin d'ailleurs, non, vous ne le pensiez pas, je me souviens. Vous étiez très pessimiste. Yeah, no, I don't think so. I mean, I think we're not getting away from this. You know, it's our home. It's how we were created. It's in our bones. It's congenital. So I don't see that happening. I mean, we had the first Black president, and then we had the most openly racist president, I don't know, since the 19th century. Is that a mistake? I don't think it is. Non, je crois qu'on n'échappe toujours pas à cette discussion-là, qui est vraiment qui est partie inhérente de ce qu'on est. C'est vraiment dans notre chair, cette question de la race, on n'y échappe pas. On a eu notre premier président noir et juste après, on a eu le président le plus raciste, le plus ouvertement raciste qu'on ait eu depuis le 19e siècle. Est-ce que c'était un accident? Je ne crois pas. Je voulais, s'il n'y a pas d'autres questions, pause. Ah si, il y en a une autre, madame. Intéressant pour le... You don't hear the comments, right? So I should say it in English. The lady here who was asking the question about, the same lady who was asking the question about participation of white people in the case for reparations, is saying that the word race is coming back in the discussion in France, is used everywhere, while actually race doesn't exist, she says. So you want a response from me? Want to react? She said race doesn't exist. Yes, I mean, yes, I agree race doesn't exist. Unfortunately, racism does. Oui, la race n'existe pas peut-être, mais en tout cas le racisme, oui, malheureusement. Je voulais savoir, pour finir, je pense qu'on va, on va arrêter là, mais il y a eu aussi une histoire de traduction avec notamment le poème d'Amanda Gorman qui a soulevé beaucoup de questions aux Pays-Bas et puis un petit peu partout sur le fait d'avoir une traduction d'une jeune femme noire ou pas, etc. Est-ce que vous avez à un moment souhaité être publié dans une maison d'édition où il y aurait un éditeur noir face à vous? Est-ce que vous avez souhaité, ici ou là, être traduit par une personne noire? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous? Look, I think it's important that people have opportunities. I think that's very, very important. If I look around me and, you know, my editor's white, my agent's white, my translators are white, my accountant's white, there's a problem. There's a problem, you know? And so I know this was, you know, big, you know, caused a big fuss, you know, in France and in Europe about this idea that Amanda Gorman, you know, should, you know, be published or should be translated by somebody Black. Now, I didn't necessarily feel that need for La Danse de l'eau, but I'm not sure why it caused a big kerfuffle. I'm pretty sure the vast majority of Black literature that is translated in Europe, wherever, is not going to be translated by Black people. And so it's not clear to me why somebody asking for one poem to be translated is a huge deal. I'll pause there for a minute. Je pense que c'est important de donner des opportunités aux gens, c'est très important. Quand je regarde autour de moi, je vois que mon éditeur est blanc, mon agent est blanc, mes traducteurs sont blancs, même mon comptable est blanc. Donc je me dis qu'il y a quand même
un souci. J'ai bien entendu qu'il y avait eu toute une affaire, tout un pataquès autour de cette question de la traduction d'Amanda Gorman en France en particulier, en Europe en général. Moi, je n'ai pas ressenti le besoin pour La danse de l'eau que ce texte soit traduit nécessairement par un traducteur noir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de littérature écrite par des noirs qui n'est pas forcément traduite par des noirs. Je ne sais pas par rapport à ce texte en particulier, ce poème-là, si c'était vraiment une nécessité, mais je poursuis. Yeah, because I think one of the things that happens is like there's this mass reaction as though the person wrote, no white people should ever be able to translate anything again. I'm sure all the white interprets are going to be fine. It's going to be okay. You know, so this mass hysterical reaction, I think actually betrays, you know, something deeper. And I guess it's the subject that we've been, you know, going around and around in this interview for the whole time. You know, it's the idea of other people having power, of sharing power. This is just, it's a huge problem. It's a huge problem for those in power. But this idea that suddenly they have to share the public square. And so I just, it's just not clear to me why this became such a huge deal outside of that. Et il y a eu cette espèce de réaction massive, comme si quelqu'un avait interdit et dit que plus aucun traducteur blanc ne pourrait jamais traduire quoi que ce soit d'autre. Et je pense que les traducteurs blancs continueront à bien se porter, que ça va bien se passer pour eux, et que cette réaction massive trahit quelque chose de plus profond. Encore une fois, on tourne autour de cette question du partage, en fait, du pouvoir qui pose problème à ceux qui ont le pouvoir, l'idée que d'autres puissent également aussi y accéder, l'idée qu'il faille le partager, qu'il faille partager l'espace public. Donc vraiment, ce qui m'interroge, c'est l'ampleur de cette réaction qu'il y a eu autour de ce sujet. Voilà, alors comme vous n'avez pas pu venir, Ta-Nehisi Coates, en France cette fois-ci, je termine cette conversation dont je vous remercie en vous souhaitant d'être bientôt non seulement à Paris, où votre fils parlera bientôt mieux que vous, puisque nous avons appris que Samori est étudiant en français à l'université. Donc nous sommes ravis. Et donc on accueillera bien volontiers toute la famille. Et ensuite de savoir que vous envisagez cette tournée qui vous amènera donc aussi bien en Afrique qu'aux Antilles pour explorer ce monde francophone qui vous interroge, comme il a interrogé d'ailleurs beaucoup d'écrivains africains-américains au fil du temps. Voilà. En tout cas, merci vraiment pour cette conversation. Merci à Marguerite et évidemment que tout le monde se procure et plonge dans cette danse de l'eau qui vient de paraître aux éditions Fayard. Voilà. Merci Marguerite, merci Valérie, merci à tous de revenir en France, le monde francophone en général. Et merci.